Merci de poursuivre cette journée avec nous, de nous avoir rejoints. Nous avons le plaisir d'accueillir Virginie Leu et Thibaut Guibal pour discuter de la transformation digitale des entreprises de santé. Alors, je vous présente rapidement nos deux intervenants que vous connaissez tous. Virginie Leu, directrice du cabinet de recrutement L3S Partnership. Bienvenue. Merci. Vous sévissez dans le secteur de la chasse de tête et du recrutement santé depuis un certain temps. C'est ça. Thibaut Guibal, alias Bernard-Henri Lévy. Vous co-dirigez le cabinet de conseil en transformation digitale Atawao. Et vous avez donc tous les deux initié il y a quelques mois un baromètre pour mesurer la transformation digitale de l'industrie pharmaceutique au moment où les modes d'interaction sont en train d'être repensés. Donc vous allez nous présenter en quelques lignes, avant de poursuivre plus loin au sein de l'atelier virtuel, quel est le niveau de maturité de ces entreprises, quels sont les principaux freins à lever selon vous, qu'est-ce que vous avez observé dans cette étude comme frein, et puis une fois qu'on a identifié les freins, comment est-ce qu'on peut accompagner ces entreprises pour les aider à opérer cette mutation. Vous avez environ 20-30 minutes, Virginie, je te laisse la parole. Merci Pierre. Tout d'abord, merci à Pharmaceutique et à Tech2Med de nous avoir invités de nouveau pour participer à cette conférence. Sachant que c'était à l'occasion de la première conférence l'année dernière où mon équipe et moi-même nous étions vraiment questionnés sur les métiers du digital, parce qu'il nous arrive évidemment de recruter dans cet univers pour le domaine de la santé. Et donc, on a commencé à réfléchir et à enquêter et traquer les compétences dans cet univers. Je dirais, ça fait déjà plusieurs années, avec d'ailleurs de grandes difficultés. Et à l'occasion de la session l'année dernière et de discussions avec Thibaut et son équipe chez Atawao, on a décidé de travailler sur ce baromètre pour avoir une vision plus éclairée, plus précise de ce que pensaient nos clients et nos candidats. En tous les cas, d'avoir une vision de nos partenaires de l'industrie pharmaceutique. Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Merci Virginie, merci Pierre et merci à Franck également pour votre accueil. La question de la transition numérique pour les labos, elle se pose de façon hyper prégnante depuis la crise du Covid, où on voit clairement que c'est un accélérateur de la mise en place du nouveau modèle relationnel pour les labos auprès des professionnels de santé. Il ne faut pas oublier que ce modèle relationnel, il était quand même chahuté déjà depuis pas mal d'années, avec notamment la mise en place de la visite collective dans de nombreux hôpitaux en France, qui était une contrainte forte pour les labos pour communiquer auprès des professionnels de santé. C'est également une visite médicale qui est de plus en plus challengée, notamment par les jeunes médecins. Donc, c'était important de voir comment le digital peut permettre d'adresser ce nouveau modèle relationnel de façon encore plus rapide avec la crise du Covid, mais également de se positionner sur la durée dans l'accompagnement des professionnels de santé, et donc d'en saisir toutes les opportunités. Des opportunités pour le digital, elles sont... donc là, on va parler beaucoup sur les aspects business, sur les interactions entre les labos et les médecins. Elles sont évidemment un enjeu, le digital c'est un enjeu fort, ça doit permettre d'adresser un enjeu fort qui est pour les labos, imprimer son leadership, imprimer sa marque d'innovation, sa capacité d'innovation. C'est un enjeu majeur aujourd'hui pour interagir avec les professionnels de santé et donc du coup d'adopter des nouveaux modes de travail, et c'est des nouveaux modes de travail qui ne sont pas forcément évidents à adopter pour des équipes notamment de terrain qui se sont construites autour du contact humain, c'est quelque chose qu'il faut accompagner. L'enjeu qui est majeur également et qui fera du digital un succès ou pas, c'est la capacité à profiter du digital pour proposer une expérience améliorée à la fois pour les équipes de terrain des laboratoires et également pour les professionnels de santé. Sans cette expérience améliorée, les médecins risquent de se détourner du discours des laboratoires, et donc il y a une perte de chance qui est importante. Donc c'est extrêmement important de travailler sur la notion d'expérience. Et puis évidemment, que ce soit pour les médecins, les équipes terrain et l'ensemble des équipes du laboratoire, le digital, ça doit permettre de mieux accompagner la prise en charge des patients tout au long du parcours de soins.
Donc c'est pour ça qu'on a fait ce baromètre avec Virginie. C'est pour essayer d'évaluer la capacité des laboratoires, le niveau de maturité des laboratoires dans l'intégration du digital. Donc ça c'est le premier objectif, la maturité digitale des entreprises du médicament. Deuxième point, identifier les principaux freins. Et troisième point, du coup, travailler sur le développement des compétences et des organisations. Donc, juste pour préciser, il est évident que les métiers du digital vont de la recherche à la production, enfin au développement, à la production et bien sûr au business et puis à toutes les fonctions support. Là, nous, on s'est plutôt centré dans ce baromètre parce que c'est finalement la demande aussi de nos clients sur plutôt l'environnement marketing-vente et donc l'accès aux médecins et bien sûr aux patients. Tout à fait. Donc si on commence à partager avec vous les résultats, donc sans surprise, quand vous demandez aux collaborateurs des laboratoires pharmaceutiques le niveau de maturité de leur entreprise dans le digital, très clairement, il est jugé insuffisant. Que ça soit sur l'aspect communication digitale, que ça soit sur la mise en place de services digitaux et donc sur l'appréhension du digital dans sa globalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une vision qui est beaucoup plus critique de la part des équipes marketing vis-à-vis des équipes de direction générale, par exemple, qui ont une vision plutôt plus optimiste de la maturité du digital dans les entreprises du médicament. Et ça s'explique notamment par un point qui, à mon avis, est majeur et qu'on retrouve beaucoup quand on discute avec nos clients, c'est qu'on a des objectifs qui sont adossés au digital, au développement du digital, qui sont très peu partagés et qui sont même assez discordants quand vous vous adressez à des directions générales, à des directions marketing et même aux personnes en charge du digital. Par exemple, si vous demandez à un DG c'est quoi tes objectifs prioritaires à travers le digital, il va vous parler de collecter de la donnée. On en a beaucoup parlé dans les tables rondes précédentes, notamment avec Frédéric Collet. Il va vous parler d'améliorer le parcours de soins. Là aussi, on en a parlé dans la table ronde précédente, notamment avec Liberos. Et évidemment, il pointera l'opportunité de mieux communiquer auprès des professionnels de santé, communiquer de façon plus personnalisée et plus ciblée. Si vous demandez à un directeur marketing qui est en charge de la stratégie de communication et d'interaction avec les professionnels de santé, il va vous parler de communication, il va vous parler de nouvelles idées liées aux nouvelles opportunités marketing pour son produit, et il va vous parler de digitalisation des process. À aucun moment, en tout cas pas en priorité, il ne vous parle en priorité du parcours de soins et de la data. Et si on renouvelle l'expérience auprès des personnes en charge du digital, là aussi on voit que les objectifs sont pas alignés. Et ça c'est extrêmement problématique parce que ça veut dire que quand un DG parle du digital avec son équipe marketing, il parle pas des mêmes sujets. Donc il y a un risque d'effet déceptif qui est extrêmement important. Donc il y a un besoin majeur d'alignement sur les objectifs entre les différentes équipes. Si on regarde les bénéfices attendus du digital, et c'est ça qui me rend assez optimiste quand même par rapport à la capacité des labos à appréhender le digital, c'est que les bénéfices attendus, ce sont les bons, ce sont les objectifs business, en tout cas quand on discute avec les équipes marketing notamment. C'est améliorer l'accès auprès des professionnels de santé, que ça soit de l'accès digital, mais aussi de l'accès physique, parce que le digital, mettre en place des projets digitaux, c'est une opportunité pour les laboratoires d'échanger de façon physique avec les médecins. C'est une meilleure performance du laboratoire en termes d'efficience et en termes d'impact business. Meilleur accès, une meilleure performance. C'est également proposer des services qui peuvent permettre de travailler le référencement des médicaments dans les hôpitaux de façon différente. Donc c'est un impact business important. Et puis c'est un impact sur le système de soins, que ce soit sur la meilleure prise en charge des patients et sur faciliter la vie des professionnels de santé. Dans un deuxième temps, après ces éléments-là, arrivent les bénéfices autour de la donnée, de l'image du laboratoire ou de l'amélioration de la recherche. Mais c'est vraiment, à mon avis, les bons objectifs qui doivent permettre de driver l'ensemble des équipes pour le développement du digital en France dans les entreprises du médicament. Si on s'attelle aux facteurs clés de succès, on a vu que la maturité, elle était relativement challengée, notamment par les équipes marketing. Voilà. Quand on leur demande pour vous, c'est quoi les facteurs clés de succès du digital dans votre laboratoire, on retrouve en 1 le soutien du comité de direction,
Donc c'est la capacité à innover, la capacité à débloquer du temps auprès des équipes et à travailler en transversal, la capacité à développer également des budgets. Donc c'est le soutien du comité de direction. C'est un recrutement réussi. Virginie, on en reparlera. Et ça veut dire le recrutement réussi par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. C'est une stratégie qui soit claire et formalisée. Et le fait que les objectifs soient pas complètement alignés entre le marketing et les directions générales notamment, ça peut laisser à penser que cette stratégie, elle n'est pas forcément claire, elle n'est pas forcément formalisée, et elle est sans doute pas complètement partagée au niveau des équipes. C'est des processus de validation adaptés. On en reparlera également. On sait qu'on a des contraintes réglementaires et compliance qui sont assez spécifiques à notre industrie, et donc c'est important de les prendre en compte et de les adresser. Et puis c'est la formation des équipes. Maintenant, si on demande aux gens, enfin on a demandé aux personnes du panel, quelle est la performance de votre laboratoire sur l'ensemble de ces facteurs clés de succès? Le niveau de performance, il est pas terrible. Il est pas terrible, notamment au niveau de la stratégie. On peut penser que le soutien du comité de direction, il est assez personne dépendant, et la perception, elle peut être assez subjective. Le recrutement réussi, pareil, même si on sait maintenant comment il faut s'y prendre pour travailler le mieux possible sur le recrutement des personnes en charge du digital. Mais la stratégie claire et formalisée, on pourrait penser que c'est la première brique. Et on s'aperçoit que les équipes ont un regard assez critique sur la capacité des laboratoires à établir une stratégie formalisée sur l'utilisation du digital pour adresser les enjeux du labo. Et quand vous n'avez pas une stratégie claire et formalisée, c'est compliqué de faire un recrutement réussi. La formation des équipes, elle est aussi également assez challengée. Donc c'est majeur pour les labos de pouvoir travailler sur ces facteurs-là et s'assurer qu'on améliore la performance au sein de l'entreprise pour adresser l'ensemble de ces éléments. Et donc ça veut dire une mobilisation de l'ensemble des équipes, aussi bien du comité de direction que des opérationnels et des équipes même réglementaires et compliance. Donc c'est vraiment plus que jamais une nécessité de s'organiser, une capacité à travailler en transversal. Les freins au déploiement du digital, quand on pose la question également à notre panel, on s'aperçoit que le premier élément, c'est un élément de compréhension des opportunités qu'apporte le digital. On nous dit on n'a pas une culture digitale forte, c'est pas parce qu'on est tous les jours, chacun d'entre nous, avec un téléphone dans les mains plusieurs fois par jour, qu'on est capable de se projeter sur l'exploitation et l'utilisation du digital d'un point de vue professionnel. On a du mal à comprendre les opportunités. Donc le premier point le premier point à adresser pour lever les freins dans le développement du digital, c'est aider les collaborateurs à comprendre les opportunités que le digital peut apporter pour adresser les enjeux business du labo. Le troisième point qui est évoqué, c'est le manque de compétences digitales en interne. C'est pas surprenant. On parle d'entreprise du médicament, donc qui est tournée vers la science, vers la médecine. Okay, donc aujourd'hui, ne pas avoir de compétences digitales en interne, c'est pas forcément surprenant. Donc c'est pour ça qu'on s'adresse à des personnes comme Virginie. C'est pour acquérir les bonnes ressources. Mais pour acquérir les bonnes ressources, c'est important d'avoir fait le travail en amont sur qu'est-ce qu'on veut demander à ces ressources. Le dernier point, évidemment, le point suivant, c'est la capacité à monter une stratégie digitale. On a vu que c'était pas forcément le cas. Et quand on n'a pas de stratégie digitale, forcément, chacun s'égare, les efforts et les investissements sont dispersés. Donc, l'impact est moins. Donc, c'est hyper important de fixer un cap. Et puis, le dernier frein qui ressort de façon assez importante dans les études qu'on pourra partager plus en détail, c'est le cloisonnement entre les équipes. On sait que, selon le laboratoire, c'est pas toujours évident de faire travailler ensemble le marketing, le commercial, le médical, le réglementaire, tous, et de tourner tout le monde vers un objectif commun. C'est pas toujours évident. Donc c'est important de faciliter la transversalité. C'est ça les principaux freins. Mais je pense que quand on voit les interactions qu'on a avec les labos depuis un certain temps, on voit que c'est des sujets sur lesquels on travaille de plus en plus. Avant, on avait un peu tendance à parler directement solutions. Là, je pense que les labos ont compris qu'il était important pour lever ces freins d'avoir une réflexion en amont et de pas tout de suite parler solutions et outils. Absolument.
Alors, effectivement, pour rebondir sur la partie plus RH People et les difficultés de recrutement, il est clair que ce sont des nouveaux métiers dans l'industrie, même si, bien sûr, ça fait déjà quelques années qu'un certain nombre d'experts ou que le terme de digital est utilisé. Alors, il y a beaucoup de termes utilisés pour ces différents métiers. Mais en tous les cas, les deux grandes difficultés, je pense, et bien sûr on pourra y revenir plus tard, et puis je pense que c'est des sujets qui vont évidemment beaucoup évoluer dans les années qui viennent, c'est déjà, en fonction bien sûr des objectifs qu'on va définir et de ce que, comme tu l'as expliqué, de la stratégie et de ce qu'on veut faire avec l'outil digital, c'est la double compétence digitale et santé. Étant donné que c'est quand même un métier encore assez récent, au-delà d'aller chercher dans le labo d'à côté celui qui a fait la même chose ou qui a fait la même chose avant, on va évidemment chercher dans des univers qui sont plus en avance par rapport à l'industrie de la santé. Et il faut savoir réussir à attirer ces gens-là et les faire venir dans notre univers, qui n'est pas toujours si facile. Et ensuite, bien sûr, se mettre bien d'accord dès le début sur la compréhension des compétences. C'est-à-dire d'aller chercher la bonne personne pour le niveau de maturité de l'entreprise à ce moment. Et bien sûr qu'il y a parfois une confusion entre les compétences IT et les compétences de mise en place d'outils digitaux à travers un rôle finalement de chef de projet. Et finalement, là encore, c'est un outil au service d'un objectif et d'un projet d'entreprise. Une des grandes difficultés quand on va chercher des gens à l'extérieur qui apportent vraiment des compétences très data, des data science ou très IT, c'est aussi la capacité à faire, ou digital, mais dans des univers très différents, où ils peuvent avoir plus de créativité. Il y a bien sûr le sujet, alors on va en parler tout à l'heure, le sujet réglementaire, où souvent, quand ils arrivent dans l'industrie, ces gens-là sont extrêmement surpris, parce qu'ils ne s'y attendaient pas, même si on les a prévenus. Et il y a un grand sujet qui est important, c'est comment faire évoluer ces gens en interne. Parce que c'est bien beau d'acquérir cette compétence, de les faire venir, ce qui est déjà pas mal. C'est après, comment on fait évoluer ces équipes et qu'est-ce qu'on leur propose comme plan de développement. Et là aussi, il y a un sujet qui n'est pas inintéressant à aborder, c'est le sujet du rattachement. Parce que l'entreprise, enfin on peut prendre 10 exemples, le rattachement n'est pas toujours le même. Et il peut y avoir des Chief Digital Officers au niveau corporate dans les organisations. Et c'est très beau et c'est très joli. Mais ensuite, au niveau, quand on descend au sein des organisations opérationnelles et des filiales, le rattachement de ces équipes-là n'est pas forcément le même et c'est pas toujours évident. Alors, les difficultés au quotidien de ces équipes. Merci Thibaut. Pour simplifier, et on va rester sur les premiers éléments, sachant, je pense qu'effectivement, il faut bien tenir compte, et nous, on a vu quand on a interrogé les personnes, on parlait d'objectifs, il y a une divergence encore aujourd'hui entre les objectifs fixés, les enjeux fixés par le corporate et par les évangélistes du digital qui sont dans les organisations au niveau top management, et puis la réalité des opérationnels. Et ça, évidemment, c'est assez confrontant. Et puis, la question du reporting dont j'ai déjà parlé. Alors après, le vrai point, c'est qu'on voit qu'il y a encore un cloisonnement entre les équipes. Et, OK, c'est bien de le dire, c'est bien de le montrer, mais qu'est-ce qu'on fait pour modifier ça? Et le télétravail aujourd'hui, qui va de fait renforcer l'outil digital, parce qu'on est bien obligé de plus en plus de l'utiliser, peut être un autre frein dans ce cloisonnement, avec des gens qui sont en Zoom toute la journée,
Mais comment on fait pour que ces équipes puissent aussi continuer de travailler ensemble, de se rencontrer et de partager des bonnes pratiques? Il y a un sujet sur les réglementaires qui est vécu par les équipes en charge du digital. Ça ralentit les process. Il faut déjà obtenir les budgets. On l'a pas cité là, mais je crois qu'il y a un vrai sujet sur... les équipes digitales souffrent aussi un petit peu de ne pas avoir suffisamment de budget, parce que parfois les équipes du marketing ou les équipes de direction voient pas à quel point ça peut coûter cher, et sans budget, on ne peut pas développer les outils. Et évidemment, le sujet réglementaire qui alourdit les process et qui parfois... font considérer à ces équipes digitales que c'est un petit peu compliqué l'industrie pharmaceutique et que c'est moins réactif que dans d'autres industries. Donc là, on a un risque de les perdre ou de les essouffler. Et puis, on a évoqué aussi l'indisponibilité des opérationnels. Mais bon, là, je crois qu'avec ce qui nous arrive aujourd'hui, la mobilisation est de plus en plus forte. Voilà. Après, il y a bien sûr d'autres sujets. On pourra y revenir plus tard, si vous voulez, dans notre échange. Donc là encore, une organisation et des processus de validation à adapter pour éviter des risques de démotivation des uns et des autres. Donc, en conclusion ? En conclusion ? On peut dire qu'il faut éduquer le comité de direction et les équipes à ces nouveaux enjeux et fixer un cap et une ambition pour le digital. Pour compléter sur éduquer le comité de direction et les équipes et rebondir sur le point du réglementaire. Quand on parle de formation et de compréhension des opportunités qu'apporte le digital, c'est extrêmement important d'embarquer l'ensemble des équipes et d'embarquer également le réglementaire, les équipes réglementaires, les équipes compliance, pour les aider également d'abord à se développer leur propre culture autour du digital et du coup à mieux comprendre les opportunités que présente le projet et la maîtrise des risques également, parce que le digital, c'est également une maîtrise de la data, une maîtrise des flux, et donc c'est quand même une maîtrise des risques qui est intéressante pour les réglementaires. Donc c'est important de les embarquer pour pouvoir derrière ensuite travailler sur la validation des projets. Donc fixer un cap, une ambition pour le digital, tu l'as dit, c'est extrêmement important. Ce qui est extrêmement important également, c'est de vite décliner cette ambition dans la stratégie de chacune des business units du laboratoire. Ne pas rester dans son cocon. C'est pas parce qu'on a fait un roadshow avec le comité de direction, c'est pas parce qu'on a fait venir des startups au niveau du comité de direction et qu'on s'est parfois fait un peu plaisir qu'il faut pas vite intégrer les équipes opérationnelles parce que sinon les équipes elles vont pas être alignées et elles vont pas pouvoir intégrer le digital dans leurs outils opérationnels. Aujourd'hui, les trois priorités, je pense, qui sont très claires, et notamment pour affronter la crise du Covid et du coup un peu la difficulté à approcher les professionnels de santé, c'est intégrer le digital plus que jamais dans l'arsenal des équipes terrain. Mais intégrer le digital dans l'arsenal des équipes terrain, ça ne veut pas dire mettre en place des outils de visite à distance. Ça doit en faire partie, mais ça ne peut pas être suffisant. Les retours qu'on a aujourd'hui, c'est que les médecins qui, a priori, après la téléconsultation, avaient un regard plutôt favorable, pourquoi pas, sur la visite à distance, ils en reviennent quand même assez vite. C'est pas leur métier autant c'est leur métier d'interagir avec des patients en visio, autant c'est pas forcément leur métier de recevoir des visites à distance de laboratoire. Donc c'est avoir une approche qui soit globale, qui puisse s'appuyer sur des services comme l'Infomed, comme des choses comme ça qui vont vraiment générer de l'intérêt de la part des médecins et du coup pouvoir générer des contacts. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, du coup, il faut produire du contenu qui soit adapté à la fois en termes de format et en termes de besoins de la part des professionnels de santé. Ils vont être beaucoup plus exigeants sur la valeur du discours des labos que ce qu'ils pouvaient avoir comme niveau d'exigence en termes d'interaction physique. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, le digital, ça doit être une opportunité pour résoudre les problèmes dans la prise en charge des patients. Et ça, les médecins, ils sont demandeurs de ça, c'est leur quotidien. Ils sont demandeurs pour une meilleure prise en charge des patients, évidemment. Ils sont demandeurs pour gagner du temps. On sait qu'ils sont surchargés et j'espère qu'ils vont pas trop l'être dans les semaines qui viennent. Mais bon, si la crise remonte, ils vont être vite débordés. Donc c'est important de les aider à travailler sur la résolution des problèmes. Et si vous les aidez à travailler sur la résolution des problèmes, vous aurez l'opportunité de travailler avec eux et d'interagir avec eux. Voilà, c'est, je pense, les priorités à mettre en place pour les laboratoires. Super, merci Virginie et Thibaut, c'était très clair.
Pour autant, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à rejoindre Virginie et Thibaut dans l'atelier virtuel qui débutera aux alentours de 13h si vous souhaitez en savoir plus sur cette étude, approfondir le baromètre. J'ai pas mal de questions que je prends le temps de vous poser en les triant un petit peu. Une remarque d'abord, une remarque d'une personne travaillant dans l'industrie qui doit penser à elle-même en posant la question puisqu'elle souligne la capacité à intégrer les nouvelles ressources du digital une fois qu'on a trouvé la personne. Comment faire pour que cette personne ne soit pas un ovni noyé dans un laboratoire qui n'était pas forcément prêt à l'accueillir? Voilà, ça c'est une remarque posée en forme de question. Il y a une courbe, je pense qu'il y a eu une courbe d'apprentissage des ressources humaines et du management sur ces personnes qui arrivent. Alors, soit c'est des personnes qui viennent déjà de cet univers, donc ça va plutôt bien se passer. Si c'est en effet des personnes qui viennent d'un univers très différent, je crois qu'il faut vraiment le sujet de l'intégration, le sujet du décloisonnement des équipes, le sujet de leur donner les moyens de travailler, la dimension de reporting clair est évidemment très importante, et puis aussi, je crois, un plan de développement et la capacité que pourraient avoir ces gens-là de travailler. Soit ils restent sur une expertise qui est très tech, très digitale, et dans ces cas-là, ils arrivent peut-être sur un métier, mais ils peuvent se décliner sur les autres métiers de l'entreprise. On a évoqué, le digital, c'est partout, hein, c'est en recherche, c'est en développement, c'est en industriel, et c'est vraiment dans tous les métiers de l'industrie, donc je pense qu'il peut y avoir des passerelles. Ouais. Et puis sinon, pourquoi pas, si c'est des gens qui arrivent, qui sont plutôt sur une dynamique de chef de projet, mais qui étaient généralistes au départ, pourquoi ne pas les faire évoluer vers des fonctions transversales dans l'entreprise, au marketing ou sur d'autres fonctions. Mais ça, il y a un vrai sujet. Pardon, juste pour compléter, je pense qu'encore une fois, la question du pourquoi, elle est déterminante. On a entendu l'exemple de data scientists dans les laboratoires qui travaillaient sur les données CRM. Donc déjà, un data scientist, c'est quelqu'un qui aime manipuler la donnée, qu'il faut accompagner dans l'organisation. Hein, mais après, lui demander de travailler sur des données CRM, la personne, elle est perdue. Et donc, le côté déceptif, il va dans les deux sens. Il faut les recruter pour la bonne mission. Oui, c'est ça. C'est la bonne mission qu'il faut définir. Et est-ce que toi, Virginie, tu as des premiers retours de ces profils que vous êtes allés chercher un peu partout sur leur première expérience, retour d'expérience de ces profils un peu extérieurs dans les laboratoires? Oui. Est-ce qu'il y a une tendance générale ou est-ce que c'est très particulier, ça dépend de l'équipe, du laboratoire? Non, je pense qu'il ne faut pas donner de tendance générale. Certains retours, c'est quid de mon évolution, quid de... Là encore, je suis désolée, je répète les mêmes choses, mais c'est est-ce qu'on a les moyens? On a été recruté pour développer tel outil. Est-ce que c'est une vraie volonté de l'entreprise? Et est-ce que je vais avoir les moyens et les budgets pour développer ce produit? Et avec qui et comment? Et quand ils sont déçus par ça, ils s'en vont. Ils s'en vont. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet d'attractivité, puis il y a le sujet de la rétention. Et il faut faire attention à quelque part à pas que ces gens-là tournent de labo à labo, parce que ça, évidemment, c'est notre métier en même temps de les faire bouger. Mais enfin, je crois que c'est mieux de se dire qu'on va pouvoir aller chercher des gens à l'extérieur et renforcer ces équipes, plutôt que d'avoir quelques experts comme ça qui passent de boîte en boîte et qui finalement deviennent un peu des mercenaires du digital, quoi. Parfait. Le sujet passionne nos participants, puisque j'ai plein de questions à vous poser, mais j'ose espérer que ces personnes-là vous les poseront en atelier. Je crois que vous préparez une suite à ce baromètre. Absolument. Pour lui donner du sens en fin d'année, et puis évidemment en indiquant également l'impact du Covid, de la situation sanitaire sur ce sujet qui forcément a des impacts. Ouais. Merci beaucoup Virginie et Thibaut. Merci Pierre. Merci à toi. Je vous retrouve dans quelques instants avec notre prochaine intervenante, Aude Niadanou. Avec plaisir. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Merci.